Bonjour, bon lundi tout le monde, édition du 14 décembre 2020. Bienvenue à On Jase, j'espère que vous allez bien. Et comme à l'habitude, on porte toujours notre masque en début d'émission en guise d'engagement communautaire pour vous rappeler l'importance des consignes sanitaires et de les respecter autant que possible. On respecte les choix de tous, mais je pense que nous sommes dans une situation où c'est très important de le faire. Et dès le départ, je souhaite la bienvenue à mon fidèle compagnon avec qui je passe tous mes heures de lunch du lundi au vendredi, le talentueux Martin Lemay qui est là. Salut Martin. Non, aujourd'hui, pour toi, ça va être le frustré Martin Lemay. Ah ouais, pourquoi? Comment ça, t'es frustré? Comment ça, toi? T'as pas un, t'as pas deux, t'as pas trois, t'as pas quatre, t'as 5 nouveaux chandails rétro, renversibles, réversables, auto-reverse. Comment ça, toi, t'as ça? Puis moi, j'ai des photos à Saint-Saëns que j'ai imprimées sur mon printer dans un cadre à 3 piastres. Écoute, depuis qu'on est en onde au mois de juillet, tu sais, j'avais des chandails que moi, j'avais accumulés au fil du temps, puis des chandails que j'avais personnellement. Puis, tu sais, je plaçais mes chandails. Rappelle-toi, il y a quelques temps, je t'avais dit que je recevais beaucoup de courriels, des messages, des gens qui disaient « Hey, faudrait que tu changes tes chandails, faudrait que tu aies des nouveaux chandails, montre-nous d'autres chandails. » Puis là, à un certain moment donné, paf, j'ai reçu un courriel d'un ami que j'aimerais remercier d'ailleurs en début d'émission parce que vous voyez derrière ces 5 chandails rétro renversés. En fait, le terme francophone, celui des Sénateurs, du Canadien, des Capitals, des Bruins et celui de Vegas également, là, qui est accroché après la porte. Ben, c'est mon bon ami Alain Brisson de Gatineau, Marc La Source du Sport, qui a un magasin évidemment de sport, qui avait reçu ces nouveaux chandails-là, qui m'a dit « Yannick, je vais t'en envoyer pour mettre dans ton décor et j'ai reçu ça vendredi. Alors, je veux remercier mon bon ami Alain. D'ailleurs, j'invite les gens à l'encourager. Et d'ailleurs, François Gagnon doit bien le connaître parce que c'est un gars de Gatineau dans la région de l'Outaouais qui m'a envoyé ces chandails-là. Puis j'ai trouvé ça bien le fun. Puis là, aujourd'hui, j'ai dit, tiens, je vais mettre les 5 nouveaux chandails. Puis après ça, je vais varier un petit peu. Puis ça m'a permis de voir qu'il y en a qui sont... pas bien original, là, je pense celui des Sénateurs, mais celui du Canadien, évidemment, est très beau. Celui des Capitals également. Fait que c'est ça. C'est mon petit côté têteux. Fait que je veux remercier Alain. Hein? C'est comme ça. Ben, tête comme faux, parce que tu le savais pas. Tu m'en as parlé, tu m'en as pas parlé avant le show, mais là, je vais te mettre dans l'embarras. Toi puis ton chum, là, que tu viens de saluer, là, tu viens de faire des ventes là, à lui, là. Ben, il vient d'être obligé de donner un des chandails à un de nos auditeurs On Jase qu'on ferait tirer vendredi. Fait que trouve-toi une façon de faire tirer un des chandails. Appelle ton chum, dis j'en fais donner un d'ici vendredi. Tu veux avoir des nouveaux chandails, tu veux faire ton smash, tu veux saluer ton chum, tu veux qu'il fasse de la pub, tu veux qu'on parle de lui sur le podcast, pas de problème. Ah ouais, tu donnes un des chandails. Ah ouais, on va en donner un. Je vais en donner un de ceux que j'ai sur le mur. Là. Ouais, on va organiser de quoi. Là. T'attendais pas à ça, avec Alain. Ben non, mais c'est correct. J'ai rien contre ça. Je trouve ça le fun. Non, ben, c'est génial. Mais écoute, Martin, pour vrai, il y a plein de gens qui m'ont écrit pour ça. Puis tu sais, je trouvais ça le fun. Puis là, ben lui, quoi, il m'a envoyé des chandails. La trouve, moi? C'est génial. Ah non, ben là, moi, en tout cas, il y avait mon numéro de téléphone. OK. Hey, parlant de plugger des choses... Parlant de plugger des choses, je veux plugger ce qui est arrivé en fin de semaine sur rds.ca. Ouais. Tu sais qu'on on en a parlé en ondes du tournoi de NHL qu'il y avait sur rds.ca, sur le post Twitch de RDS également, YouTube. Bref, si vous ne le savez pas, il y a un gros tournoi de NHL 21 organisé par RDS. Écoute, on souhaitait avoir quelques inscriptions, je pense une quarantaine, puis on en a reçu au-dessus de 200 sur les deux plateformes, que ce soit PlayStation ou Xbox. Et en fin de semaine, on a connu les gagnants. Ça a eu lieu en fin de semaine et ça a été vraiment un succès. Plus de 6 000 $ ont été octroyés en prix aux équipes gagnantes. C'est certainement un succès. C'est certainement un succès qu'on va reprendre du côté d'RDS. Mettons qu'on se dit la vérité, c'était un test embryonnaire. On y allait d'un test. Mais là, tu es passé de 40 équipes à 220 équipes. On parle de 1600 joueurs à peu près qui ont participé à ce tournoi-là. Puis, tu sais, c'est 6 gars à la fois qui affrontent 6 autres gars. Donc, c'est 12 gars en même temps. Bref, un immense succès. Il y a eu du bon hockey là-dessus. Donc, la première Coupe RDS c'est des jeux équipes vidéo du Québec qui ont gagné. Absolument. Ouais, Je peux me risquer sur les noms, là, tu sais.
Ground and Pound sur Xbox a remporté le tournoi Xbox et les Nationals, c'est peut-être les Nationals de Québec, un peu comme dans l'ancien compte, qui l'ont emporté sur la PS4. Les deux l'ont emporté en 2 matchs. C'était les 2-3, les finales. Bref, félicitations à tout le monde. J'espère, je pense, pas mal sûr que tout le monde a aimé ça et ce n'est que partie remise. Oui, exactement. Ça va sûrement revenir pour une autre édition. Ça a été un grand succès. C'était bien le fun. Il y a même des joueurs de la Ligue nationale qui ont participé. Il y a des humoristes qui y ont participé. Donc, tant mieux. C'est un beau succès. Puis c'est une belle initiative de la part de RDS et de la gang du RDS.ca. C'est vraiment le fun de voir qu'il y a autant d'intérêt pour ce genre d'activité. On a à l'émission aujourd'hui, évidemment, Guy Boucher qui sera avec nous un peu plus tard, François Gagnon qui va se joindre à nous dans quelques instants également. Puis c'est certain, Martin, qu'on va donner une grande place aujourd'hui à cette triste nouvelle qui est arrivée hier au cours de l'après-midi. On a appris le décès de Pierre Lacroix, l'ancien directeur général de l'Avalanche du Colorado et des Nordiques de Québec. En fait, il a été avec les Nordiques une saison avant que l'équipe quitte pour l'Avalanche. C'est un monument là, dans le monde du hockey qui, malheureusement, nous a quitté des suites de complications à la COVID-19. Oui, absolument. Puis, tu sais, ça fait une autre victime. Il y en a qui pensent qu'on a de l'air nono avec nos masques en début d'émission. On veut juste sensibiliser les gens. Puis, tu sais, je parlais avec ma mère hier. Je l'ai dit, là, ma mère va avoir COVID, mais elle n'aura pas le temps de tester. Là, elle va péter aux frettes si elle pogne ça. Et j'y ai dit, c'est le temps le dernier droit. Là, les vaccins sont arrivés en fin de semaine à Mirabel. Ça commençait à arriver samedi. On recevait des textos des gens qui travaillaient là-bas. On est dans le dernier droit, tout le monde. Faites attention, on voit la lumière au bout du tunnel. Ça serait plate en maudit d'arriver la journée que tu te fais vacciner et tu es diagnostiqué avec le COVID. Bref, tout ça pour vous dire que c'est pour ça qu'on porte le masque. On veut vous inciter, parce qu'on essaie d'inciter tous les gens qu'on aime à faire attention à eux autres. Parce qu'on vous aime. C'est un peu ça, on jase. C'est une communauté, on jase. C'est un podcast de hockey, pas comme les autres. C'est un podcast de hockey où j'ai l'impression de les connaître, moi, les Gaétan, les Olivier, les Jérémy, même si je me pogne avec lui souvent sur le texto, parce que souvent, je trouve qu'il transgresse la ligne du respect. Mais c'est ça. On vous aime, on veut que vous soyez en santé puis que vous preniez soin de vous autres. Puis c'est pour ça qu'on essaie de vous inciter à porter le masque. Puis malheureusement, tu l'as dit, M. Lacroix, on dit que c'est des complications. On parle d'un arrêt cardiaque, mais causé par la COVID. Fait que c'est un autre événement triste relié dans cette maudite année 2020-là qui va finir par finir. Là. D'ailleurs, je vous invite à aller sur le rds.ca. Il y a plein de témoignages des gens qui ont travaillé avec M. Lacroix, qui l'ont bien connu. Tu sais, je pense à Patrick Roy, Bob Hartley, Stéphane Fizette, il y en a plein. Là. Allez faire un petit tour sur le rds.ca. Vous allez voir, il y a plein de témoignages. Pour les plus jeunes là, qui ont moins connu Pierre Lacroix, c'était un monument dans le milieu du hockey, dans le milieu de la Ligue nationale. Puis on va en discuter, puis on va en jaser avec notre premier intervenant qui l'a bien connu également. François Gagnon qui est là. Salut Frank! Bonjour, messieurs. Bonjour. Tu sais qu'il y en a qui pensent encore que c'est inventé par les esprits, ça, la COVID. Ben, tu sais, Martin disait qu'il était frustré. En fait, il était frustré, il était jaloux. Je pense qu'on a des petits problèmes avec François. Bon, on va y revenir. On va lui donner le temps de se reconnecter. Visiblement, il a pogné le même virus que toi. Gagnon. T'as connu ça, toi, la semaine passée. On va lui donner le temps de rétablir la communication comme il faut. Mais tu sais, on parle de Pierre Lacroix, puis je te parlais des témoignages, Martin. Tu sais, il a tellement marqué l'histoire du hockey. Pas seulement comme... Parce que là, nous, on s'en rappelle un peu plus comme directeur-gérant, mais il a été un agent de joueur. Tu sais, souvent, aujourd'hui, on parle de Pat Brisson comme étant un des agents les plus influents de la Ligue nationale. Mais Pierre Lacroix, c'était ça également dans les années 80, les années 90. C'était un des plus influents dans la Ligue nationale de hockey comme agent de joueur, là. Oui, absolument. Puis c'est sur un tweet de notre chum Steph Leroux que j'ai appris que sa business d'agent de joueur qui s'appelait Jeanne Deck. Je me suis de où ça venait. Moi, ça, Jeanne Deck, ben, c'est parce que Pierre Lacroix disait qu'il s'occupait de ses joueurs de janvier, à décembre, Deck. Donc, c'est de là que venait le nom Jeanne Deck de son agent. Je ne savais pas ça. Mais ça prouve un peu. Puis, tu sais, François va nous en parler dans quelques instants. Tu sais, il prenait soin de ses joueurs, disait tout le temps qu'il en prenait soin comme si c'était ses enfants, sans être aveuglé, si on veut, parce que des transactions, il y en a fait une puis une autre. Là. Ses garçons, il y en a échangé quelques-uns. Je peux t'en passer un papier. Ouais. Des bonnes, on va sûrement parler des bonnes transactions, mais il y en a quelques assez mauvaises, ordinaires, que également on pourra regarder avec recul puis sourire là-dessus.
là-dessus. Puis là, les gens sur la page On Jase sont nombreux, Yann, puis qui veulent le chandail. Là, il faut se parler après le show pour savoir comment on va faire tirer ça. Donc, soyez là mardi, mercredi, on va vous dire comment on va faire tirer ça. Ben oui, écoute, c'est pas là. Fait que, écoute, Laurent Saint-Pierre qui dit excellente idée, Martin. Lui, c'était au sujet de souhaiter la santé à tout le monde. Éric, il dit il me semble qu'il serait beau de faire tirer le gilet du Canadien. Ben Éric, on en a parlé, là, j'ai pogné Yannick, on va le faire tirer. On va faire tirer un chandail, c'est sûr. Philippe qui dit wow, beau nouveau décor, mon Yannick. Alexandre Pilon qui parle de Jordan Harris qui est en feu en fin de semaine à Northeastern avec 5 points en 2 matchs. Charles Bélanger, il a une mauvaise idée. Il dit Martin, si Yannick fait tirer un chandail, il faut que tu fasses tirer une photo. Et, écoute, Charles, je peux bien, là. On va peser Supreme, on va en penter un autre, puis je vais en mettre dans un cadre, ça va me faire plaisir. Écoute. Ben oui, tu l'as dit l'autre fois que t'en avais d'extra. Ah oui, il y en a d'extra, fait que ça va me faire plaisir, mais ça ne sera pas un beau prix comme un chandail de joueur. Mais on va aller rejoindre François parler des chandails. François était en train de parler avant qu'il gèle du fait que j'étais jaloux de tes nouveaux chandails recto-verso. Bon, écoute, j'espère que mon imitation de Max Headroom était pas pire, au moins. Mais non, tu m'as fait sourire parce que tu commences l'émission en disant que tu es frustré. Tu n'étais pas frustré, tu étais jaloux. Ça n'avait pas de sens. Là. Je veux dire, va t'en acheter des chandails puis accroche-les en arrière de toi. Je veux dire, tout ne te sera pas toujours donné dans la vie. Là. Voyons donc. Aïe. Ben là. Mais t'as vu, François, j'ai pensé à toi. J'ai mis celui des sénateurs aussi derrière. Là. Ben, oui, puis tu as bien spécifié, ben, ils n'avaient pas le choix. Ils viennent de Gatineau, tu sais. Un gars protège ses investissements un peu. Mais tu as raison de dire que celui des Sens n'est certainement pas parmi les plus beaux. Mais ça, c'est très drôle parce que moi, celui que j'aime, la majorité du monde déteste. Puis l'inverse est aussi vrai. Moi, j'aime celui des Blues de Saint-Louis. Ça me donne l'impression de faire comme un arc-en-ciel d'une année difficile. Anyway, il y a bien des situations. Et puis, ce que j'avais commencé à dire avant que ma caméra décide que ça passait plus, c'est que Pierre Lacroix est décédé en fin de semaine. Vous en avez parlé. Vous l'avez dit. La COVID-19 a joué un rôle dans ce décès-là. Écoute, il en meurt. Ils sont rendus à presque 250 000 morts, plus que ça aux États-Unis. Puis il y a encore du monde qui disent mais voyons non, c'est inventé par les médias, cette affaire-là. Je vous trouve bien gentils. Je vous trouve très gentils tous les deux de dire à ceux qui nous regardent et nous écoutent que vous respectez toutes les opinions. Je l'ai déjà dit ici, puis je le répète. Si vous me suivez sur Twitter puis que vous pensez que c'est la COVID, que c'est inventé, puis que vous faites partie des QAnon puis tout ça, barrez-moi. Parce que vous puis moi, on ne peut pas s'entendre dans la vraie vie, puis je ne perdrai jamais une demi-seconde à essayer de vous convaincre de d'autres choses. Message est réglé. Ceci étant dit, François, j'ai invité les gens à aller voir les témoignages sur le RDS.ca concernant Pierre Lacroix, mais j'invite également les gens à aller lire ton texte qui est tout chaud, là, qui vient de sortir. J'ai eu l'occasion de le lire juste avant d'entrer en ondes. Puis tu rends hommage, toi aussi, à Pierre Lacroix, parce que tu l'as bien connu, tu l'as côtoyé là, durant de nombreuses années. Bien, côtoyer professionnellement, j'oserais jamais dire que je l'ai connu personnellement, là, parce que pour moi, c'était un gars qui, je l'ai d'abord côtoyé comme agent de joueur. Puis il était dur. Tu t'appelais pas Pierre Lacroix pour avoir des rumeurs, puis avoir... En tout cas, pas le jeune journaliste que j'étais. Des plus vieux collègues avaient sans doute leur entrée chez Jean Deck, et c'est correct. C'est comme ça que ça fonctionne dans le métier. Mais tu as eu raison de souligner que la grande majorité des joueurs d'impact, je te dirais, début des années 80, puis un petit peu plus tard, le 90, venaient ou étaient représentés par le groupe Jean Deck. C'était évidemment Pierre Lacroix. Il y avait Robert Sauvé, qui était son associé, son partenaire, et qui a maintenu cette boîte-là après le départ de Pierre Lacroix pour Québec, lorsqu'il a accepté le titre de directeur général des Nordiques. Mais c'était un gars, tu sais, il y en a du monde de même, là. Des gars que tu vois entrer, puis là, tu dis « Oups, Pierre Lacroix est ici ». C'était pas un gars qui parlait beaucoup. C'était pas un gars qui passait, qui brassait, mais c'était un gars qui en imposait quand il entrait. Un gars comme Serge Chavard, par exemple. Un gars comme Jean Béliveau. Et puis, c'est ça, cette prestance-là. Et c'est un gars qui a marqué le monde du hockey des deux côtés de la clôture, que ce soit comme agent de joueur et que ce soit comme directeur général. Il n'a jamais eu peur de prendre des grosses décisions, des grandes décisions,
il y a juste ceux qui font pas de vaisselle qui en cassent pas. Alors, c'est sûr que si on va passer une à une les transactions qu'il a complétées, il y en a quelques-unes qui ont peut-être pas souri à l'Avalanche ou au Nordique. Mais dans l'ensemble, quand venait le temps de prendre des grandes décisions pour améliorer le club, bien, il prenait ces décisions-là, même si, de prime abord, il laissait partir des gars. Le monde disait « Hey, c'est un gros nom là, qui s'en va », mais il savait les remplacer. Tu sais, tout le monde parle, puis on a fait des émissions spéciales sur les 25 ans du départ de Patrick Roy. Mais ça, là, Patrick Roy, c'est un cadeau tombé du ciel, là. Quand il a vu ça à la TV, il a dit « C'est ici qui s'en vient, c'est sûr ». Mais il ne s'est pas contenté d'hériter de Patrick Roy. Il a ramassé Mike Keane. Puis, tu sais, Mike Keane, on dira ce qu'on voudra. C'était un méchant malcommode, en tout cas, avec les journalistes francophones. Moi, en tout cas, j'ai jamais été capable d'avoir une conversation avec lui. Mais c'est une patinoire, puis dans un vestiaire, j'aurais voulu l'avoir de mon côté et non comme adversaire. Alors, tu sais, le cadeau, oui, Patrick Roy dit « Je ne jouerai plus jamais ici », il s'en va à Denver, mais il ajoute Mike Keane là-dedans. Même chose quelques années plus tard, quand il dit « Il me manque un petit peu d'expérience à la ligne bleue », bon, on va chercher Raymond Bourque, on va chercher Rob Blake également, et là, soudainement, tu n'as plus le même club là, devant Patrick Roy. Alors, tu vois, il a su prendre je te dirais, des décisions importantes tout au long de sa carrière qui ont souri à l'Avalanche. Moi, le seul reproche que je ferais aux équipes de Pierre Lacroix, c'est qu'ils ont gagné juste 2 Coupes Stanley. Il me semble qu'ils auraient pu en gagner davantage. Ça te montre à quel point il avait bâti une grosse formation. Puis, tu sais, on parle d'un directeur gérant qui a connu toute une carrière, OK? 2 coupes, tu viens de le dire. Mais moi, j'aime ça dire le mot « on va mettre les choses en perspective ». Il a hérité d'une équipe qui a été dans les bas-fonds pendant 5 ans, qui a repêché les meilleurs joueurs disponibles, et c'est lui qui les a fait passer de l'autre côté. Puis souvent, je donne l'exemple, Serge Savard échange Chris Chelios pour Denis Savard. C'est une mauvaise transaction, là, mais souvent... Parce que le Canadien a gagné la Coupe Stanley, on va dire que c'est une bonne transaction, mais Denis Savard n'a pas participé nécessairement à la Coupe Stanley parce qu'il était blessé pendant une grande partie des séries. Et Chris Chelios a continué sa carrière, gagné la Coupe Stanley et surtout des trophées Norris à l'extérieur de Montréal. Mais souvent, on oublie que c'est pas nécessairement ce qu'on a reçu qui est important, mais c'est ce qu'on a réussi à sortir. Si Chris Chelios était un problème dans le vestiaire, on a sorti un problème du vestiaire qui a peut-être permis aux Canadiens de gagner cette Coupe-là, même sans Denis Savard dans la formation. Quand tu regardes la transaction à froid de Matt Sundin, c'est pas juste Matt Sundin. Là. Il a donné Matt Sundin un premier choix. Il n'y a rien qui a gagné dans cette transaction-là pour avoir Wendell Clark qui n'a pas donné ce qu'il pensait. Mais ce qu'il allait chercher, c'est ce qu'il trouvait qu'il manquait à l'Avalanche du Colorado, du leadership. Oui, c'est ça. Oui. Puis il s'est servi de Wendell Clark après ça pour aller chercher quelqu'un d'autre. Je me souviens pas si c'est Sandy Chose-Lynch qui a réussi à avoir là-dedans. Non, il s'est servi de Clark pour aller chercher Claude Lemieux. Claude Lemieux, c'est ça, tu vois. Alors, puis, hey, quand tu fais une gaffe, tu vis avec, tu ne te vantes pas de l'avoir faite, mais tu essaies de la corriger. Donc, à ce moment-là, tu repasses ce gars-là d'une autre manière, puis tu améliores ton club. Tu sais, je parlais avec Bob Hartley il y a quelques semaines, puis il me donnait des nouvelles de Pierre Lacroix, posait des questions pour le nom de Pierre Lacroix au Temple de la Renommée. Excuse-moi, Bob, je ne veux pas te donner de secret, mais quand même, c'est quand même ça. Pierre Lacroix devrait être dans les discussions annuellement comme bâtisseur, comme candidat au Temple de la Renommée. Puis, tu sais, quand ces recruteurs, les responsables du repêchage sont venus le voir pour dire « Hey, il y a des maudits bons gars qui s'en viennent », il a laissé partir des noms des joueurs pour avoir des choix au repêchage, puis il est allé renflouer son équipe. C'est comme ça qu'il a mis la main sur Alex Tanguay. C'est comme ça qu'il a mis la main, je pense, c'est Robin Regeer, qui a été repêché par l'Avalanche aussi. Alors, tu sais, il n'a pas eu peur de faire des choses. Souvent, on dit que la meilleure transaction dans le monde du hockey ou dans le sport en général, c'est celle que tu ne complètes pas. Lui, il allait au-delà de ça. Puis pour être sûr de ne pas se tromper, il essayait de graffiner un petit peu de l'autre côté pour avoir quelque chose de plus pour se donner le maximum de chances de réussir. Tu ne peux pas réussir toutes tes transactions. Mais l'important, c'est que sur le lot, tu sois en mesure de sortir gagnant le plus souvent et surtout quand ça compte vraiment. Alors, le travail qu'il a fait pour mener aux 2 Coupes Stanley, il est évident, ce travail-là. Puis François, je vais te ramener au milieu des années 90, quand il a quitté son rôle d'agent pour devenir directeur général des Nordiques. Là, les Nordiques sortaient d'une période assez épouvantable, merci.
Mais tu sais, on transpose ça aujourd'hui. Rappelez-vous, là, à un moment donné, là, le nom de Pat Brisson circulait beaucoup comme directeur gérant. On a même parlé de lui à Montréal avant Marc Bergevin, tu sais. Puis Brisson a mis fin à ça rapidement. Mais lui, il l'a fait quand même. Tu sais, ça prend quand même du guts de lâcher ton travail au quotidien avec une agence qui est en plein essor, qui fonctionne à plein régime, qui a de très grandes vedettes dans la Ligue nationale. Puis je sais que c'est un beau défi, mais quand même, ça en va avec les Nordiques où il n'y a plus rien qui marche. Prendre une décision incroyable en amenant Mac Crawford au lieu de son chum Michel Bergeron. Tu sais, quand tu regardes tout ça, là, tu fais comme... Ça prenait, je vais prendre le terme, là, ça prenait des couilles quand même pour prendre toutes ces décisions-là et faire ce mouvement de carrière-là à ce moment-là. Tu sais, après, ça va bien que le recul dit ben, oui, il a gagné 2 Coupes cette année, il a fait la job. Mais quand il a dû prendre la décision, tu sais, il n'y avait rien de certain, là. Il n'y avait rien de certain. C'est sûr que les Nordiques, à ce moment-là, étaient en ascension. C'est sûr que tu regardais ce groupe de jeunes-là et tu disais, il va arriver quelque chose. Mais tu sais, Owen Nolan, il l'a laissé partir. Mike Ritchie, il l'a laissé partir. Il a trouvé des manières de maximiser son équipe. Et c'est ça, pour moi, qui est l'élément le plus important. Mais tu as parlé des décisions difficiles. Tu sais, est-ce que c'est Marc Denis ou Stéphane Fiset hier? Je ne me souviens pas, mais peut-être que les deux l'ont dit. Puis on pourrait demander à tous ses clients de l'époque et joueurs qui ont évolué pour lui, il a toujours travaillé dans le respect de tout le monde. Il prenait un soin jaloux de ses jeunes, mais il prenait un soin jaloux de ses joueurs quand il était directeur général. Il les emmitouflait, il les dorlotait, il était exigeant, par exemple. Et quand venait le temps de faire une transaction, il garochait pas ces gars-là au bout de ses bras, il expliquait qu'est-ce qui était arrivé. Le respect, ça fait partie de l'homme qu'il était. Malheureusement, il faut en parler au passé. Et à ce niveau-là, ça a été grandiose. Tu as parlé de quelque chose d'important. Tourner le dos à Michel Bergeron. C'était un grand chum, là. Ça, c'était 2 doigts de la main dans un groupe d'amis. Ces gars-là ne se sont pas parlé pendant des années. Bergeron s'en était pas remis de ça. Puis souviens-toi, c'est lors d'une visite du Canadien à Denver, Paul Buisson, avec son gros Kodak, qui avait filmé dans une entrave de porte Bergeron en train de manger avec Pierre Lacroix, parce que René Angélil avait dit aux 2 gars, « Hey, les boys, on est tous des chums, faut revenir, il faut le faire tomber, ce mur-là qui s'est dressé entre vous deux. » Et c'est comme ça que c'était revenu. Je vais laisser le soin à Michel Bergeron de dire si c'était complètement revenu ou pas, mais il n'en demeure pas moins que ça te montre que pour avancer, des fois, il faut que tu tournes le dos à des chums et il n'a pas eu peur de le faire aussi. Ah, faut casser de la vaisselle. Les gens à la télé, on vous laisse aller au grand titre. Pendant la pause, François, on va regarder certaines de ces transactions-là. On vous attend. OK, on en a parlé, puis tu sais, j'ai une mémoire quand même pas si pire, mais je vais quand même regarder Internet pour certaines choses. Alex Tanguay, choix de pêchage qu'on voulait avoir, on a eu ses droits pour Mike Ritchie et Sean Donovan. Et vous allez voir, dans chaque transaction que je vais vous donner, qu'il soit gagnant selon moi ou qu'il perde, on va toujours chercher un petit quelque chose. Dans la transaction de Rob Blake, on oublie souvent qu'il a donné Adam Denmarsh. Mais comment il a remplacé Adam Denmarsh? Il a ramassé Steven Reinprecht, qui aurait servi de bon service à l'Avalanche du Colorado. Donc, on parle tous de Rob Blake, mais Reinprecht a donné des bons services à l'Avalanche du Colorado également comme joueur de centre de cette équipe-là. Dans la transaction du Canadien, tu l'as dit, Mike Keane était le petit plus. Dans la transaction de Raymond Bourque, où on a donné Rolston, on a donné Samuel Paulson, qui a été un joueur important pour la Coupe des Ducks d'Anaheim. On a donné un premier choix, mais en plus de Raymond Bourque, on a ramassé le vieux Python, spécialiste de powerplay, vétéran, futur capitaine du Lightning de Tampa Bay, et j'ai nommé Dave, je n'avance plus, Andreychuk. Mais il amenait leadership, keen leadership. Leadership, il allait chercher ça partout, même dans les transactions qu'il a perdues. Et vous le savez, Owen Nolan, c'est la transaction, encore une fois, contact avec San Jose. Owen Nolan s'en va du côté de San Jose pour Sandy Souza-Lynch, ce quart arrière-là offensif qu'il n'avait pas. Il est allé chercher Souza-Lynch, il est allé chercher Blake, il est allé chercher Bourque. À un moment donné, il s'est dit, ça va marcher le powerplay. Mais
Puis là, ceux qui l'aiment moins ou qui ne l'aiment pas du tout peuvent partir puis trouver d'autres transactions comme ça. Mais je suis content que tu aies insisté tantôt en disant il y en a des bonnes, il y en a des moins bonnes. L'important, c'est qu'est-ce que ça donne aussi au niveau du résultat de l'équipe. Et c'est à ce niveau-là que c'est important. Tu sais, on a parlé de Bergeron tantôt qui a été mis de côté. Ça aurait été son 3e séjour derrière le banc des Nordiques à ce moment-là. Puis le 2e, là, écoute... Il était comme Philippe Allou dans le temps des années noires des Expos. C'était le gérant qui était le plus populaire que tous ses joueurs mis ensemble. Bien, c'était la même chose pour Bergeron lors de son 2e séjour à Québec. Mais tu sais, il fait confiance à un jeune Blanc-Bec qui s'appelle Mark Crawford. Il aurait pu faire confiance à Jacques Martin, qui avait de l'expérience dans la Ligue nationale, qui était allé lancer les As de Cornwall avec Bob Hartley, mais qui a ramené pour encadrer Crawford. Dans sa biographie un jour, Jacques Martin va certainement rappeler que ça a été un moment difficile. C'était un pas en arrière, mais qui l'a servi parce que finalement, 1 an et quelques mois plus tard, les sénateurs d'Ottawa n'auraient pas pu lui offrir le job d'entraîneur-chef si Jacques Martin avait été entraîneur-chef de l'Avalanche, tu vois. Mais Jacques aurait gagné une coupe avec l'Avalanche. Pour rien dans la vie. Oui, mais il n'a pas pu la gagner comme adjoint parce qu'il était parti au mois de décembre du côté des sénateurs. Mais, tu sais, il a pris les sénateurs puis il les a amenés parmi les meilleurs clubs de la Ligue nationale. Il n'a jamais réussi à gagner la Coupe Stanley là-bas, c'est vrai. C'est un nuage noir au-dessus de son séjour à la tête des sénateurs, c'est vrai ça aussi. Mais il faut regarder l'ensemble de l'œuvre. Et les sénateurs étaient une des bonnes formations de la Ligue nationale. Un club qui a juste figé, malheureusement, lors des séries éliminatoires et toujours contre les Maple Leafs de Toronto. François, je disais dans ton texte, tu racontais une anecdote à l'époque que tu couvrais les sénateurs avec notre ancien collègue Michel Langevin. Raconte-nous ça un peu, là, une rencontre avec Pierre Lacroix. C'était à Denver, ça, cette rencontre-là, ou à Ottawa? À Denver, première visite. Je pense que c'était notre première visite à Denver, là, puis et puis, on arrive là, puis écoute, là, les sénateurs d'Ottawa, dans ce temps-là, il n'y avait pas ben de journalistes. Il y avait mon chum Bruce Garriock du Ottawa Sun. Il y avait un représentant de la Gazette. On s'était pas de la Gazette, pardon, mais du Citizen, qui était la même famille que la Gazette, mais on savait jamais qui allait être là. Et puis, il y avait lui et moi, là. Il y avait les gars de la radio anglophone, c'est sûr, mais on ne s'adressait pas au même public, c'était pas les mêmes points de presse. Et puis, Pierre Lacroix, on l'avait rencontré, puis tout ça, puis on s'en va sur la patinoire. C'est drôle parce que Michel Langevin m'a appelé ce matin pour parler de ça, puis commence à jouer au hockey en bottine, nous autres en chouclac, puis lui en soulier, c'est à la glace, puis on visait des poteaux. Et puis c'est lui qui a gagné. Il avait de l'air de tout sauf d'un joueur de hockey. Langevin était pas pire au hockey, mais il s'était fait torcher, puis moi, je vous en parle pas, j'ai frappé le vent. C'est les seuls bruits que ça faisait, c'était pas des pings, mais c'était des dongs à cause de la bande ou des baies vitrées en arrière. Mais c'était ça. Puis tu sais, moi, je voulais faire une entrevue avec lui. Tu sais, je voulais écrire un beau texte. J'avais le GM de l'Avalanche du Colorado, parler de Forsberg, de Sakic, de foot, de tous les grands joueurs qui étaient là. Mais là, lui, il avait décidé qu'il y avait 2 petits gars de l'Outaouais qui arrivaient. Il y avait un de ces joueurs qui recevait aucune attention médiatique à Denver. C'est normal. C'était un peu le Paul Byron du club, si tu veux. Il s'appelle encore Stéphane Yelle. Il venait de Bourgette dans l'Est ontarien. Fait que toutes les questions que je posais, il revenait à Stéphane Yelle. Tu devrais parler de Stéphane Yelle. Il est mou, il est bon. Il est important dans le succès de notre équipe. Il a réussi à me vendre Stéphane Yelle en avant de Forsberg, Sakic, puis tout ce monde-là. Finalement, j'étais obligé d'écrire là-dessus parce qu'il ne me donnait pas de viande sur le reste. Mais, tu sais, c'est une anecdote, mais ça te démontre quand le gars prenait une décision, c'est là qu'il s'en allait. Et il était comme ça avec ses joueurs, avec son équipe. Et ça, c'est intéressant. Puis, on a parlé tantôt un peu d'agent. À l'époque où il était agent, il n'y avait pas de plafond salarial. Il n'y avait pas de plafond pour les recrues non plus. Le contrat qu'il a obtenu après le repêchage d'Alexandre Daigle, c'était un contrat que tout le monde a dit faramineux. C'était beaucoup de sous, c'est vrai. C'était pas grand-chose comparé au salaire d'aujourd'hui, mais ça a forcé la Ligue nationale à dire « OK, ça finit là ». À partir de l'année suivant Alexandre Daigle, les choix au pêchage avaient un plafond. Ils étaient plafonnés. Tu ne pouvais pas donner plus. Tu peux donner quelques primes, quelques bonus ici et là selon les performances, mais c'était fini, là, les grands coups de contrat. Mais il avait réussi à le faire comme agent.
Puis quand il est arrivé comme directeur général, ben là, il pouvait se frotter les mains en disant « Hey, j'aurais pu jamais dealer avec des situations comme celle-là parce que, à la lumière de ce que j'ai fait avec Alexandre Daigle, la Ligue a changé les règlements. » Il était là au bord, oui. Corinne, dans combien de temps? On vient de la télé dans 15 secondes. Bon, OK. Les gars, on va revenir de la pause télévision dans quelques instants. Je vais vous poser une question assez salée. Merci. Je sais que je vais être tout seul de mon bord, mais je vais prendre une chance pareille. Ça a rapport avec la première coupe de l'Avalanche. Plusieurs associent la première coupe de l'Avalanche du Colorado à cette transaction de Patrick Roy qui arrive avec Mike Keane. Il faut se souvenir, par contre, du côté de l'Avalanche, ça va bien dans le net. Stéphane Fiset a la majorité des départs. Ça va bien pour lui. Jocelyn Thibault est le second. Moi, je vous pose la question. Et souvenez-vous, première Coupe Stanley, c'est contre les surprenants Panthers de la Floride, dont on gagne en 4 avec un but de Louis Krupp au 4e match. Et le joueur par excellence, le Connie Smythe, appartient à Joe Sakic. Patrick Roy n'a pas été un facteur dans ces séries-là. Est-ce que l'Avalanche gagne sa première Coupe? Et avec des si, on va à Paris, je comprends, là. Mais est-ce que l'Avalanche, pacté comme qui était, gagne la première Coupe avec Stéphane Fiset dans le net au lieu de Patrick Roy? Veux-tu y aller, Yannick, pour commencer? Non, vas-y, je t'écoute. Je vais embarquer après. Bien, écoute, moi, je vais te dire peut-être, mais ça n'enlève rien à la dimension de cette transaction-là. Je te dis peut-être parce que tu as raison de dire, surtout en finale de la Coupe Stanley, Patrick Roy, là, le seul noir qu'il a vu pendant cette série-là, c'est les rats que le monde lançait parce que, vous vous souvenez, à cette époque-là, dans, ça s'appelait le Civic Center, je pense, à Miami. Écoute, c'était vétuste. Il y avait des rats. Il avait trouvé un rat. C'était, comment il s'appelait? Il a joué pour Ottawa en plus. Je pense qu'il s'appelait Big Mama. Non, c'était-tu Mellenby qui avait fait ça ou bien c'était un gros défenseur? C'est Mellenby qui l'avait tué. C'est Mellenby qui a fessé le rat à coups de balai dans le vestiaire des Panthers. Puis l'histoire a été connue. C'est à partir de là qu'on a commencé à lancer des rats. Bon, mais tu vois, c'est ça. Alors, tu sais, les seuls lancers dangereux, c'était les rats qui étaient lancés sur la patinoire par les fans des Panthers parce que Patrick Roy n'a pas fait grand-chose. Mais, et je veux rien enlever ici à Stéphane Fiset, d'ailleurs, n'oubliez pas, là, il y avait déjà été question d'échanger Stéphane Fiset aux Canadiens, à l'époque des Nordiques, en retour de Patrick Roy. Tu sais, alors là, c'était plus... avec Owen Nolan. Oui, exactement. Mais quand Patrick Roy est arrivé là, il donnait une autre dimension à l'équipe. Une dimension que peut-être que Stéphane Fiset n'était pas en mesure de donner. Je pense que Stéphane ne nous en voudra pas de dire que Roy représentait peut-être davantage que Stéphane Fiset devant le filet. Et ça a amené une confiance, ça a amené une dimension différente, un leadership différent à l'équipe. Puis, n'oubliez jamais l'apport de Mike Keane aussi là-dedans. Oui, Mike Keane, puis tous ceux qui ont joué avec Mike Keane le disent, là. Tu sais, souvent, Carbeau, tu sais, François Carbeau à RDS, vous en a parlé souvent, à quel point Mike Keane était un leader et à quel point il était important dans le vestiaire du Canadien, tu sais. Fait que Mike Keane est arrivé là avec Patrick, puis même si ta question est correcte, puis je partage pas mal l'avis de François là-dessus, là, Martin, puis je me pose aussi la question, peut-être qu'ils auraient remporté la finale aussi avec Stéphane devant le filet. Mais je pense que c'est l'ensemble, c'est l'impact de cette transaction-là. L'état d'esprit que les deux gars se retrouvaient au Colorado. Patrick, on le connaît, c'est un enragé. Là, lui, il est arrivé là, puis écoute, c'est sûr que ça devait être comme un train qui fonce à 100 000 à l'heure, qui s'en va pas dans le mur, mais qui s'en va tout droit, puis qu'il n'y a pas personne capable de l'arrêter. Je pense que c'est tout l'ensemble qui a fait que ça a conduit à ça. Tu sais, je trouverais ça malhonnête de dire que juste à cause de ses performances hockey. Je pense que c'est vraiment l'ensemble que ça a eu, que ça a créé comme impact dans ce vestiaire-là qui a amené à ça pour l'Avalanche. Mais tu sais, quoi qu'il en soit... Tu sais, Martin, je veux pas... puis vas-y... Je veux pas trahir mes cheveux blancs, là, mais c'est les mêmes questions qui se posaient au milieu des années 70 avec Ken Dryden. Le Canadien était le meilleur club de la Ligue x2. Est-ce qu'il y avait besoin de Ken Dryden tous les soirs pour gagner? Probablement pas. Mais les joueurs de cette époque-là le disent tout le temps. Ils nous sauvaient en première période quand on était encore à la taverne. Puis on arrivait en deuxième, puis là, on se réveillait un peu. On était encore dans le match, puis on allait gagner en troisième. Alors, tu sais, est-ce qu'un autre gardien aurait pu le faire? Peut-être. Mais Ken Dryden était là pour
faisait partie de ce club-là. Alors, c'est un tout, ça. J'entends déjà. On dit souvent qu'un club de sport... Vas-y, j'entends déjà Guy Boucher me dire les intangibles, Martin. Martin, les intangibles. Je vais laisser Guy parler des intangibles. Moi, je vais te dire que dans le sport, c'est plus vrai encore au football, mais ça l'est aussi au hockey. Tu n'es jamais plus fort que le plus faible des maillons de ton équipe. Alors, tu sais, Patrick Roy, Ken Dryden, c'était pas des maillons faibles, là. C'était des maillons très forts qui étaient en mesure de garder l'équipe encore plus solidement attachée. Tu sais, alors, à ce niveau-là, je comprends où tu vas dans ta question. Puis est-ce que c'était nécessaire d'avoir Patrick Roy? Peut-être pas, mais ça a facilité les choses ou ça a permis de confirmer les choses. Tiens, je vais le dire comme ça. Oui, exact. Exactement. Hey, Frank, un gros merci. D'ailleurs, Guy s'en vient dans quelques instants. Mais juste avant de te laisser, là, je voulais juste te dire une chose. Pas ce qui se passe avec tes Steelers, mais ils nous ont échappé une grosse hier à Buffalo. Oui, ils ont mal joué. Ça, c'est chiant. Pas deux en ligne, là. Oui, ça fait 2 en ligne. Celle de la semaine passée contre Washington, j'étais content. J'étais content parce que ça allait les réveiller. Ça faisait une couple de semaines qu'ils ne jouaient pas bien. Puis leur fiche était meilleure que ce qu'ils donnaient sur le terrain. Là, hier, honnêtement, ils ont donné un signe de faiblesse, un signe de fatigue, et puis c'est pas rassurant. Mais il y a l'expression « à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire ». Alors, à ce niveau-là, je suis convaincu qu'aujourd'hui, il y en a une couple qui ne trouve pas ça drôle, à commencer par Big Ben. Et puis, il y a une défensive qui s'est faite malmener hier, qui a trébuché au sens propre et figuré sur quelques jeux importants. Écoute, on n'est pas favori pour gagner le Super Bowl cette année. C'est certain que ça n'allait pas être une fiche de 16-0, mais il va falloir mieux jouer. Puis là, c'est le bon temps pour faire des ajustements. Un coach comme Guy Boucher serait content de voir son club perdre à ce moment-ci de la saison, parce que là, le message va être plus facile à passer. À 11-0, tout allait bien, tout était facile. On affrontait des clubs ordinaires qui jouaient mal en plus. Alors, tu sais, dans la victoire, quand tu joues pas bien, c'est pas bon. T'es mieux de perdre puis que ça fasse mal. Et j'espère que ce matin, ça fait mal pour les Steelers parce que mon petit cœur a de la peine. J'ai fait tous les matchs des Steelers. J'ai fait tous les matchs des Steelers. Ça fait longtemps que je le dis qu'ils ne méritent pas la fiche qu'ils ont. La défensive leur a sauvé le derrière, mais elle fait partie de l'équipe. Mais là, la défensive, hier, tu disais, la défensive a encore fait beaucoup de revirements hier contre les Bills, mais c'est parce qu'elle est rendue tout le temps sur le terrain. C'est 3 et out pour les Steelers. L'attaque, on a parlé des receveurs qui ne capteraient pas le ballon. On ne court pas. C'est prévisible. C'est tout le temps de la West Coast. On envoie la passe sur le côté puis on laisse les receveurs faire le tracé. Les équipes, c'est de l'ajustement. Et c'est le mot que je vais retenir. Il y a des équipes, des fois, qui partent sur une fusée puis ils n'en font pas d'ajustement. Ils ne s'ajustent pas puis ils disent « à la façon qu'on fait là, ça, c'est dans tous les sports. C'est sûr qu'on va gagner. » Non, Big. Tout le monde voit les vidéos. Tout le monde s'est ajusté à ce que vous faites en attaque. On va voir si Tomlin est capable d'ajuster les flûtes en attaque. Mais puis je vais finir là-dessus pour laisser la place à Guy. Ça pourrait être pire. Je pourrais être un fan des Jets. Je dis ça, puis je dis hey, eux autres sont dans le trouble. Salut, Frank. Merci. Tu dis pas mal, là, je vais te le dire. Bye. Salut, François. Ouais, hey, les Jets, c'est épouvantable, Martin. Sérieux. Mais c'est comme les Browns il y a 2 ans. C'est comme... on dirait qu'il n'y a, a rien qui va... Ouais, c'est ça. Ça va être ça. On va être premier choix, puis il faut que tu rebâtisses. Ouais, il faut être inverse, comme les chandails, rétro. Ouais, arrête de gosser avec tes chandails. Message sur rds.ca, puis tu y vas sur Facebook, puis on va rejoindre Guy tout de suite après. Laurent qui dit Yannick, bon point pour les Steelers, j'ai rien à ajouter. Luc qui dit c'est encore douloureux de se remémorer cet échange-là de M. Régent Hull qui donne Keane en bonus. Incroyable. Mais je le disais tantôt, Yann, regarde toutes les transactions de Pierre Lacroix. C'était tout le temps le petit hitch de plus, le petit si de plus. Éric il dit les gens oublient assez vite que Thibaut Kovalenko-Rudzinski était le top 3 prospect de l'Avalanche. Oui, au final, on a mal viré pour diverses raisons, mais c'est malhonnête de dire que Hull s'est fait avoir. Techniquement, c'était une maudite bonne échange pour Montréal qui était à l'aube d'une mini-reconstruction. Ça n'a juste pas fonctionné. Ça, c'est le commentaire d'Éric Marion. Salutations. Gaétan, un autre Gaétan, c'est pas notre régulier, celui-là. Il dit « Champ bleu du Canadien est vraiment beau, hein, Yannick? » Je ne sais pas qu'est-ce qu'il essaie de te passer comme message. C'est vrai qu'il est beau. William moi, je te l'annonce tout de suite. Attends, time out. Juste te dire, il va rester là, lui.
Ça, c'est sûr. C'est pas lui qui va partir. Bon, on prendra un autre. On le veut emballer, celui qu'on gagne. William, bienvenue, qui dit Salut, je vous écoute chaque jour. Je voulais savoir ce que vous pensez de l'espoir du Wild. Kirill Kaprizov, qui est comparé à Panarin, mais gaucher. William, j'en ai parlé précédemment dans les podcasts. Ça fait longtemps que le Wild l'attend. On avait eu Bill Guérin en entrevue sur le show qui disait qu'une de ses premières tâches qu'il voulait faire, c'était convaincre Kaprizov de s'en venir au Minnesota. Il est là au moment où on se parle, s'entraîne avec l'équipe. Donc, oui, c'est un joueur extrêmement talentueux qui a été parmi les meilleurs compteurs du côté de la KHL. J'ai bien hâte de voir ce qu'il va apporter. De là, comparé à Panarin, on va attendre, on va se donner une chance. Vas-y de ton côté, Yann. Oui, bien, on peut rentrer Guy immédiatement parce que là, je vois le temps passer. Il y a quelques commentaires. Salutations à Brian Benoit. Il y en a quelques-uns sur Facebook également. Beaucoup de commentaires par rapport au chandail. Mais là, je sais que Guy... Oh, Guy est là avec son tableau! Oh, comment est-ce qu'il va, le coach? Regarde, je voulais faire une surprise, là, parce que Martin Lemay, ça fait 1 an qu'il me dit t'as pas un tableau, t'as pas une patinoire, blablabla. Ben, attends, regarde, juste te dire comment je suis préparé. Là. J'ai un tableau. Puis là, si tu veux, je peux te mettre une patinoire. Fait que je vais pouvoir répondre, pas nécessairement aujourd'hui. Mais garde, c'est ça, je vais tasser ça un petit peu vers ici. C'est comme ça, tiens. C'est correct de même? Hey, j'aime ça. Un petit cadeau. Fait que... j'aimerais revenir, justement, tantôt, vous parliez du COVID, tout ça, puis on en a un exemple aujourd'hui, tu sais, ma tante est décédée il n'y a pas longtemps, justement, du COVID. Alors, juste pour mentionner que c'est une réalité et que ça affecte beaucoup de gens. Alors, condoléances à toute la famille ont déjà été offertes, mais dans le contexte d'aujourd'hui, je pense que ça vaut la peine de le mentionner. Oui, tout à fait. Guy, d'ailleurs, on peut peut-être, dès le départ, te demander un peu tes commentaires sur Pierre Lacroix. On en a parlé beaucoup avec François. Tu disais que tu aimais la façon que Pierre Lacroix bâtissait ses équipes. J'aimerais t'entendre un peu là-dessus. Écoute, vous en avez touché, je pense, assez longuement tantôt. Vous avez parlé de leadership et tout ça. Puis évidemment, on a parlé de Patrick Roy. Moi, je ne l'ai pas connu personnellement, évidemment. Mais quand tu regardes ce qu'il a fait, moi, ce que j'entendais aussi dans les coulisses, ce que j'entends encore quand on voit des témoignages, que ce soit de Bob Hartley ou des autres individus qui ont gravité autour de lui, c'est quelqu'un qui était, tu l'as dit tantôt, Martin, tu voulais l'avoir ton mot, là, les intangibles, ben c'est ça. C'est quelqu'un qui était à l'affût de ça. Et c'est un autre exemple parmi tant d'autres de succès. Ça me fait beaucoup penser à Julien Brisebois. Moi puis lui, on a connecté immédiatement quand on s'est rencontrés, quand il m'a engagé pour la Ligue américaine dans le temps à Montaigne. Et on se rejoignait là-dessus parce qu'on mettait énormément de temps et d'efforts sur les détails qui font que tes équipes vont réussir à devenir des équipes. Parce qu'on pense toujours que parce que tu as un groupe d'individus, automatiquement, tu as un groupe, automatiquement, tu as une équipe. Et c'est pas vrai, c'est faux. L'équipe, c'est le résultat final de toutes sortes d'étapes qui t'amènent à pouvoir dire, finalement, tu es une équipe. C'est-à-dire que tu as des liens qui sont tissés assez forts, pas juste parce que tu es body-body, mais surtout parce que tu crées tes intangibles qui font en sorte que ça se tient. Fait que, tu sais, quand je regarde le travail qui a été fait, c'est pas pour rien que tu gagnes 2 Coupes Stanley, puis quand on parle de Mike King, c'est un exemple parfait de quelqu'un qui cherchait à améliorer ses intangibles, qui a calculé ça, puis quand tu entends les histoires, qui prenait soin de ces individus quotidiennement, donc il comprenait que c'est ces individus-là qu'il fallait mobiliser pour éventuellement en faire une équipe. Écoute, honnêtement, ça, t'es concerné par ça tous les jours. Et quand tu ne l'es pas, puis je peux te dire que c'est pas donné à tout le monde, c'est vraiment pas tous les leaders, c'est vraiment pas tous les présidents, c'est vraiment pas tous les dirigeants qui ont cette approche-là. J'en entends plein qui vont dire, garde, ramasse-moi le plus de talent possible, puis garde, débrouillez-vous avec ça. C'est pour ça aussi que tu as des équipes qui sont dans les sables mouvants pendant 10-12 ans, malgré le fait qu'ils ramassent du talent, puis des pics, puis des pics, puis des pics. Puis après ça, on se demande pourquoi ces équipes-là ne gagnent pas alors qu'ils sont remplis de talent. Tu sais, tu as du leadership. Et pourquoi j'ai mon tableau là, je vais être franc, c'est que je fais un paquet de petits dessins, je donne toutes sortes de conférences, puis je vais juste te faire un dessin à Martin et à Yannick et aux gens.
l'effet du leadership. Parce que, tu sais, lui, c'est un leader, puis combien ça t'en prend? Ça te prend au moins un tiers de ton groupe qui est leader. Alors, c'est très rare que tu l'as. Ça veut dire que dans tes calculs, il faut que tu penses à aller en chercher, il faut que tu penses garder ce que tu as. Faire attention que des fois, les statistiques de certains individus ne vont pas broyer ta lecture de tes intangibles, parce que c'est souvent ça qui arrive. Il y a des gars, c'est pas grave, là, on va s'en départir. Il nous a juste fait 5 buts l'année passée. Puis l'autre gars non plus, c'est un joueur médiocre. Ouais, mais c'est parce que ce que tu n'as pas compris, c'est que ces individus-là ont des ramifications sur 5, 6, 7, 8, 10 joueurs dans le club. Alors, quand ils sont partis, les ramifications, puis tes liens sont partis. Parce que ce que c'est finalement les intangibles, c'est les liens entre les individus, c'est la colle qui fait que tout se tient. Et ça part de ton leadership. Alors, ton leadership, tes relations et ta chimie, c'est ça, les intangibles. Alors, si tu n'as pas ça ou c'est pas assez fort, peu importe la qualité de ton groupe, ça va s'écraser. C'est comme une maison. On dit, gars, j'ai les meilleures briques au monde. C'est les plus belles briques, les plus solides. Là, tu bâtis ta maison, mais tu ne mets pas de ciment dans tes briques. Qu'est-ce qui va arriver au moindre coup de vent ou quand tu vas avoir de l'adversité, ben, tes briques vont tomber. C'est ça qui arrive dans ces équipes-là. Puis, je vais te montrer un petit dessin pour que tu comprennes. Et quand tu as un groupe, disons que tu as un leader, alors ton leader, lui, dirige des individus, mobilise des individus. Alors, ce que tu veux de ton leader, c'est qu'il soit capable, comme les compagnies comme Microsoft, pas nécessairement d'engager des experts, des super bons exécutants, mais d'engager des leaders. Pourquoi? Si j'ai un exécutant ici, son travail, peu importe comment bon il est, il va faire peut-être son travail le mieux qu'il peut, mais son travail se termine là. Même chose, exemple, si tu as un autre exécutant, même de première classe, un expert dans quelque chose, ton travail, au mieux, va s'arrêter là. Tandis qu'un leader, comme ça, va faire des petits. Parce que cet individu-là influence. Le leadership, c'est de l'influence. Ça te permet de pousser les autres, de tirer les autres, de supporter les autres. Donc, d'avoir une influence sur les gens pour que ces gens-là deviennent meilleurs que qu'est-ce qu'ils sont. Alors, là, tu crées une autre branche. Puis si tu es chanceux ici, pas chanceux, mais si tu fais tes devoirs, tu vas chercher un Mike King, tu vas chercher un Rob Blake, tu vas chercher un Patrick Roy. C'est pas juste leur rapport sur la glace, c'est tout ce qu'ils inspirent aux autres qui font en sorte que... Alors, je t'ai mis 2 leaders. Alors, tu es leader ici comme ça. On va faire des petits. Et c'est comme ça que tu réussis à atteindre ton groupe. C'est comme ça que tu réussis à avoir une équipe parce que c'est ça qui se tient. Alors, si ça, c'est pas un leader, et que tu as juste un leader comme ça avec 3 exécutants, qu'est-ce qui arrive? C'est que tu n'avances pas. Tu n'as pas de ramification sur les autres. Alors, c'est pour ça que c'est tellement important. Puis alors, des gars de 4e ligne, des gars de 3e ligne qui ont du leadership, un coach ne veut jamais se départir de ça, mais des fois, un gérant va vouloir se départir de ça parce que lui, il regarde la statistique. Alors, c'est difficile. C'est là qu'il faut que tu aies une connexion entre ton gérant et ton coach. Parce que les joueurs, eux autres, le savent, je peux te dire ça. Quand les mauvais joueurs partent, là, je ne veux pas nommer de nom, là, ben, regarde, as-tu vu l'effet que ça a donné à Vegas quand on a parlé que Schmidt était parti? Ça en est un exemple. Quand Stu Barnes est parti de la Floride, tu voyons, on a de 4e ligne. Oui, mais ça a tout changé, la chimie dans l'équipe. Ça a tout changé, les intangibles. Il n'y a plus rien qui se tenait. Pourtant, ce n'est pas des joueurs de premier plan. Mais Guy... Oui. Juste une question. Est-ce que, ben, je regarde ton tableau puis tout ça, tu sais, à un moment donné, un leader se passer, 2, 3, est-ce qu'à un moment donné, ça peut devenir trop dangereux d'avoir trop de leaders? Parce que faut que tu doses ça à un moment donné, je sais pas, je te pose la question. Là. J'ai jamais vu ça. Okay? J'ai joué pendant 22 ans, j'ai coaché pendant 24. Je n'ai jamais vu trop de leaders. 95% et plus du temps, t'en as jamais assez. T'en as jamais assez de leadership. Pourquoi? Parce que, regarde, mets-moi des leaders ici, tiens. T'en as trop, là. Qu'est-ce qui se passe? Faire des petits. Ça fait des petits. Alors, t'as juste plus de petits. Maintenant, t'as différents types de leaders. T'as les gars qui poussent les autres. Ça, tout le monde... Quand on parle de leader, les gens ont tout le temps ce genre de leader-là dans la tête. Les gens qui ont l'air forts, qui sont vociférants, qui sont tough. Mais ça, c'est le leadership qui a l'air le plus fort, mais qui est le plus faible. Parce que c'est un leadership où, finalement, tu as juste un outil dans ta boîte à outils. C'est juste bon pour une certaine période de temps. Parce qu'à un moment donné, les gens... Tu peux pas avoir plus peur que peur à un moment donné. À un moment donné, tu te fais fouetter, mais à un moment donné, ça n'avance plus. Alors, tu as des besoins de l'autre sorte de leadership, qui est le leadership de supporter les autres.
Alors, supporter, c'est plus subtil, mais ça a plus d'impact parce que, évidemment, tu n'es pas obligé de le faire dans tout le monde. Il n'y a pas personne nécessairement qui va le voir, mais tu vas atteindre le plus de personnes possible, puis tu vas avoir ce qu'on crée finalement un sentiment d'appartenance puis d'être ensemble. Puis tu as évidemment le leadership qui tire les autres, qui est beaucoup plus rare, que tu as très rarement. Des Michael Jordan, des Wayne Gretzky, des gars comme ça, ou des Bill Gates dans le corporatif et tout ça. Ces gens-là, des fois, vont pousser les autres, des fois, vont supporter les autres, mais ils ont la capacité que d'autres n'ont pas de tirer les autres, donc inspirer les autres, parce qu'eux autres, ils le font. Ils ne vont pas juste le dire « Hey, toi, fais ça » ou « Garde, je suis avec toi ». Non, regarde, je vais le faire, suis-moi, je suis avec toi, mais suis-moi, puis ils ont des grandes capacités. Alors, tu suis ces gens-là. Mais tu sais, ça a des bons côtés et des mauvais côtés. C'est pour ça que tu achètes toujours les leaders vers les idées. C'est pour ça qu'un Trump est devenu au pouvoir. C'est pour ça qu'un Hitler est devenu au pouvoir. Mais c'est aussi pour ça que tu as des gars comme Martin Luther King, Churchill, c'est des gens qui ont amené du positif. Mais c'est ça, des gens qui tirent les autres. Alors ça, on n'a jamais assez. Je veux dire, regarde, si tu regardes des équipes qui avaient des dynasties... Les leaders négatifs, ça existe-tu? Hey, ça existe-tu? Tu dis, regarde, c'est ça le problème, c'est que là, c'est un leader négatif ici. Non seulement cette branche-là devient une clique, qui est un cancer et non pas de la chimie, tu vas faire la différence. Quand tu évalues ton groupe, tu as de la chimie qui est positive parce que c'est très inclusif. Les gens vont bien aller avec certains individus, vont avoir un impact, une influence sur certains individus, mais c'est positif parce qu'ils s'incluent dans le groupe et ils vont chercher d'autres mondes. Les gens qui sont une clique, c'est des gens qui restent dans un coin, qui font à leur façon parce que les autres s'entendent bien, par contre, ne s'intègrent jamais au groupe, alors ça devient un cancer. Et c'est pour ça que des fois, on voit comment ça se fait que tel gars n'est pas capable de trouver une job dans le national, c'est un scoreur de 30 buts, ça se peut pas que les équipes le veulent pas. Ben oui, mais ça se peut. Ils ont fait leur devoir. Puis les autres, ils comprennent que c'est un leader négatif. Ça veut dire que non seulement, regarde, on va mettre exécutant après exécutant, on va te le mettre ce que j'avais au début, ce qui est la grande majorité du temps, la quantité que tu as, c'est que ton gars qui est là, ici, là, mettons que c'est lui, c'est un leader négatif, il va tuer sa branche, il va avoir un impact sur cette branche-là, puis il va tuer cette branche-là. Alors, regarde, on va nommer 10 ans Montréal, par exemple. Okay? Tu as des Weber, tu as des Price, tu as des Gallagher. Alors, t'emmènes un de ces gars-là ici, tu viens de canceller tes Weber, de canceller... Ouais, mais ils sont assez forts pour le prendre. Des fois, ils sont assez forts. Mais la plupart du temps, quand tu as un vrai leader négatif, un alpha mâle trop fort, même les plus forts ne sont pas capables de les gérer parce que ça a un impact tellement négatif sur le groupe que tu ne récupères pas ça. Puis après ça, tu te dis qu'est-ce qui s'est passé avec cette équipe-là? Mais c'est ça qui s'est passé. C'est que ton cancer, comme un vrai cancer dans la vie, tu le vois pas venir, puis à un moment donné, il est trop tard. OK. Guy, on a d'autres questions, autant de nous que du public. On veut non seulement savoir les intangibles, le leadership, mais la place des gardiens de but également quand tu bâtis une équipe. Les gens qui sont à la télévision, on doit vous quitter. Venez nous rejoindre sur le web. Je sens que le show est loin d'être fini. Sinon, on se rejase demain. Bye, man. On est-tu trop d'avance? Okay, comme on dit, t'as salué ta mère trop vite. Oui, c'est ça. Je t'avais trop vite de ma mère. Trop souvent, je l'avais oublié, fait que je voulais être sûr de ne pas le manquer. C'est important de dire bonjour à sa mère. Guy, on parle du leader, puis après ça, j'aimerais ça qu'on aille sur le gardien de but, mais dans le leadership que tu parles, on a parlé du leader positif, le leader négatif. C'est quand, un moment donné, on va donner l'exemple de Pierre Lacroix, il va chercher Dave Andreychuk, puis déjà, on sait qu'il n'avance plus. Il va chercher Mike King, c'est un gars de 4e trio qui a rendu des bons services, ça compte pas, mais combien de temps tu gardes ton leader, même quand il est rendu, qui te coûte? Je vais donner l'exemple de Pat Maroon avec les Blues. Là. Il gagne la coupe, mais il avance plus. Mais t'aimes pas, va le chercher pareil, puis il détonne avec le Lightning parce qu'il avance pas versus le restant de l'équipe, il a gagné pareil. C'est quand, un moment donné, que tu as beau être le meilleur leader au monde, mais sur le niveau de la performance, de la patinoire, ça ne marche pas, qu'il faut que tu te départisses de ce leadership-là. Honnêtement, moi, je m'en départis jamais tant que je sais que ce leadership-là ne peut pas être remplacé. C'est aussi important que ça. Alors, même s'il y a de la difficulté sur la glace, on va toujours pouvoir le mettre sur une 4e ligne, 3e ligne ou 3e paire de défense ou même garde.
Des fois, là, tu as du leadership qui vient de tes backup gardiens de but. Écoute, j'en ai vu de ça, là. Et des fois, tu as du leadership qui vont venir de tes gars de 4e ligne, même de tes extras. Écoute, j'ai des gars que j'ai mis dans les estrades que je savais que c'était des leaders de premier plan. Et tout le monde autour de moi me disait, Guy, ça n'a pas de bon sens, tu peux pas le mettre dans les estrades, tu peux pas le mettre dans les estrades, tu vas détruire le groupe. Bien, si c'est des vrais leaders positifs, des gens qui ont des ramifications positives avec de l'influence positive, ces gens-là, quand ils vont justement se faire écarter, puis je vais vous donner un exemple parfait, Kelly, qu'on avait à Ottawa, on est allé le chercher pour ça. Des gars comme Carlson, des gars comme Faneuf, qui étaient des alpha mâles extrêmement puissants dans notre chambre, respectaient ce gars-là tellement que c'est une des raisons majeures pour qu'on a eu du succès. Et pourtant, il était sur notre 4e ligne, Kelly, là. Il a déjà été un gars qui était à la 3e ligne, puis il a joué contre les meilleurs joueurs, mais il n'était plus là. Puis, qu'est-ce qui est arrivé quand, durant les séries, je l'ai mis dans les gradins? Devinez comment il a réagi. Comme un leader, comme un 4e coach. C'est ça. Exactement. Il n'a jamais chialé. Il n'a jamais joué dans le dos de personne. Le gars qui l'avait remplacé, là, il est allé l'aider pour qu'il fasse le job. Alors... Ça, c'est un vrai. Oui, mais ça, il n'y en a pas beaucoup de ça. Les gens pensent... La chose la plus erronée, moi, que j'entends souvent, qui sort évidemment des médias, puis c'est normal parce que les gens ne connaissent pas personnellement les individus, c'est qu'on regarde le statut des joueurs. On regarde sur quelle ligne ils jouent. On regarde combien d'argent. On regarde combien d'années ils ont été dans la ligue. Ils ont-tu déjà gagné? Puis après ça, on leur attribue des qualités de leader qui n'ont souvent pas du tout. Et ça, c'est difficile après ça à accepter quand tu es dans ce groupe-là. Parce que tu dis, mon Dieu, on évalue ce gars-là. Puis là, lui, il se fait dire en plus que c'est un leader. Alors que des fois, c'est des gars très négatifs pour le groupe. Ils nuisent à la culture du groupe. Puis souvent, c'est comme dans les compagnies. Le président n'est pas nécessairement le leader. Un dirigeant d'un groupe n'est pas nécessairement le leader. Ça peut être d'autres gens autour. Dans moins de quelques minutes, moi, te le dire, moi, c'est qui le leader. Tu les vois très, très vite. Pourquoi? Parce que du leadership, c'est de l'influence. Est-ce que tu as de l'influence sur les autres? Si tu n'as pas d'influence sur les autres, tu auras beau avoir le statut que tu veux, tu auras beau avoir l'argent que tu veux, tu n'es pas un leader. Tu as peut-être une lettre sur ton chandail, tu as peut-être un titre, mais tu n'es pas un leader. C'est pas la même chose. Des fois, tu as les deux. Souvent, oui, tu vas être dans une position où tu vas avoir quelqu'un qui a mérité ce leadership-là, parce que son expérience lui a donné de l'influence, parce que sa personnalité lui a donné de l'influence. Mais c'est pas parce que tu fais des buts que tu es un leader. Moi, je peux te dire, dans les nationales, plusieurs équipes, il y a un C sur le chandail de joueurs qui ne sont non seulement pas des leaders, mais que c'est des gens qui nuisent à la culture de l'équipe. Mais ils passent pour des leaders après. Présentement dans la Ligue nationale? C'est faux. Oui. Puis, mais mettons, tu tomberais coach de cette équipe-là, est-ce que tu les détrônerais? Non. Non, parce que là, tu viens de sombrer dans le pire. C'est que le mal a été fait avant toi. Là, non, mais moi, je ne veux pas vivre avec, par exemple. Moi, regarde, tu me connais très bien, Martin. S'il y a quelque chose à faire, j'attends pas demain. Moi, c'est maintenant. Alors, comment tu fais? Tu dois l'aider. Tu l'entoures de vrais leaders. Oui, mais tu travailles avec l'individu. Non, pas nécessairement, parce que, regarde, j'ai eu, sans nommer de nom, des gars que tout le monde m'avait dit, ils sont pas coachables, ils sont pourris pour la culture, on sait plus quoi faire avec eux autres, puis ça a été mes plus gros accomplissements, moi, comme entraîneur. C'est que le travail que tu vas faire avec ces individus-là, quand tu réussis à spécifier des avenues dans lesquelles ces individus-là peuvent être leaders, bien là, pour eux autres, ça devient clair. Souvent, là, on va te dire ce qui se passe. Tu as un capitaine sur un jeune qui n'a aucune idée comment gérer ça, qui est pris avec toute cette pression-là, avec aucun outil pour apprendre comment être un leader, et surtout aucun autre individu autour d'eux autres pour leur montrer comment. Puis après ça, tu dis, vas-y mon petit pet, lead cette équipe-là. Puis le petit gars, il a 20 ans. Voyons donc. Alors, c'est là que de transmettre du leadership, de l'entourer, parce que qu'est-ce que ça fait? C'est que ça dissipe la pression sur d'autres individus. C'est la même chose, regarde les batailleurs. Okay, moi, j'en ai eu. Quand tu avais des vrais batailleurs, là, puis tu en avais, mettons, 4 dans une équipe, ou tu avais 4 gars tough, puis il me disait toujours, coach, il faut pas que les autres s'en aillent. Je peux pas faire la job tout seul. Pourtant, le gars là, était tellement tough. Il dit, je
peux pas être seul dans le club à avoir cette pression-là. C'est immonde comme pression. Là, on joue contre une équipe qui ont 3-4 toughs. Et dis-moi, je suis pas capable de dealer avec ça, mais j'ai pas personne pour me backer. Alors, de te sentir tout seul dans la pression, dans un contexte d'équipe, c'est une des pires affaires. Et puis, j'ai été dans des équipes avec des leaders exceptionnels qui savaient quoi faire, quoi dire, qui étaient capables de prendre la pression. Mais la minute qu'on a perdu d'autres joueurs qui étaient des leaders dans le club, là, complètement étouffés. Pourtant, c'était des leaders hors pair. Dans les meilleurs leaders que j'ai jamais eu, tu peux pas vraiment être meilleur que ça, mais complètement étouffé. Ça m'est arrivé dans la Ligue nationale. Alors, on a perdu des gars, puis les gens ne savaient pas que c'était des leaders. Puis tu deviens étouffé parce que tu es obligé de tout prendre sur tes épaules, puis c'est impossible. Alors, c'est pour ça que tu dois rechercher comme leader à avoir des gens extrêmement forts autour de toi qui pourraient même prendre ta job et avec qui tu es capable de d'étaler la pression, le leadership et les tâches. C'est comme un professeur. Guy. Un professeur pour 15 individus, c'est pas la même chose qu'un professeur pour 38 individus. Tu as beau être le meilleur professeur du monde, tu ne pourras pas rejoindre. C'est pour ça que dans la Ligue nationale, maintenant, tu es rendu avec 4 coachs en arrière du banc, tu es rendu avec 2 gars vidéo, tu es rendu avec 3 gars dans le gym, tu es rendu avec un paquet de thérapeutes parce que ce que tu fais, c'est que tu étales la pression, puis la job, puis les tâches sur plusieurs personnes pour que ça soit gérant. OK, Guy, il y a plusieurs commentaires, évidemment, des questions, beaucoup de questions, mais beaucoup de commentaires. Vite, vite, je vais en lire quelques-unes, je vais te laisser répondre. Mais juste celle-là, parce que je ne veux pas l'oublier. Frédéric Rouleau dit, j'ai une question pour Guy. Est-ce que tu as déjà écrit un livre? Sinon, penses-tu à le faire? Je serais preneur pour ma liste de Noël. Je vais te laisser répondre tantôt. Il y a Puck Drop Gaming que l'on salue également. Également, Robert Trépanier qui nous a écrit. Puis il y a Jason Paul, puis ça, c'est une bonne question, je te la pose, donc tu vas pouvoir répondre au livre, puis après ça, à M. Paul. On dit qu'on peut enseigner comment jouer à la défense. Ma question, Guy, est la suivante. Peut-on enseigner à un joueur de devenir un leader dans une équipe? Si oui, est-ce qu'un coach de la Ligue nationale consacre du temps sur ces aspects ou seulement sur les systèmes de jeu? Ah non, regarde. Ça c'est... L'impression que les gens ont, c'est de regarder... dire, OK, les coachs sont en charge du système, puis le reste, bien, ça appartient soit aux joueurs, au reste du temps. Ça, honnêtement, c'est complètement faux. Si tu faisais juste du système, là, t'es mort. Parce que la plus grosse partie de ton coaching, comme dans n'importe quel environnement de performance puis de groupe, c'est de gérer tes individus. C'est de gérer ton leadership qui est des individus, ensuite gérer les individus, puis ensuite en faire un groupe pour que finalement ça devienne une équipe. Ça, c'est mon but premier. Ma carrière, là, je l'ai vraiment pas faite avec mes systèmes, mais pas du tout. J'ai toujours été engagé pour ma relation avec les joueurs, pour le développement des individus. Donc, pour moi, c'est le développement des intangibles. Alors, si j'avais juste coaché des systèmes, regarde, j'aurais jamais monté. Quand j'étais à l'Immediate 3A, on n'avait vraiment pas un bon club, puis on se faisait battre 12 heures en partant, puis à la fin de l'année, on réussissait à battre les meilleures équipes. Ça n'avait rien à voir avec les systèmes. Ça avait un rapport avec la progression des individus. Puis c'est la raison pour laquelle on m'a engagé à Rimouski, parce que Crosby s'en venait, puis on avait besoin de gérer la pression, on avait besoin de gérer les attentes, on avait besoin de gérer un jeune de 16 ans qui allait avoir à dealer avec quelque chose que probablement personne dans le junior avait à dealer avec. Alors, c'est beaucoup plus d'intervention individuelle puis de calculer ça que tes systèmes. En bout de ligne, là, mes systèmes changent continuellement, mais mon approche par rapport aux individus elle reste la même. C'est les individus en premier, c'est les aspirations personnelles en premier qui font que tu actives quelque chose qui existe déjà, pas tu donnes des nouvelles motivations aux individus. Alors ça prend beaucoup de temps pour être capable d'arriver à ça. Et pour ton livre, juste parce que je ne veux pas oublier, est-ce que tu as déjà écrit un livre ou tu vas en écrire un jour? Bon, ben écoute, la vérité, c'est que je me suis fait demander plusieurs fois. J'en ai eu dans le domaine des médias qui me l'ont demandé, puis j'ai eu des gens dans le domaine académique. Pour différentes raisons. Il y en a qui veulent que je parle du côté psychologique, il y en a qui veulent que je parle de leadership, il y en a qui veulent que je parle de hockey, il y en a qui veulent que je parle de ma vie, parce que, tu sais, comme Martin, toi, tu le connais plus, puis mes amis proches, puis pour eux, tu sais, j'ai une vie improbable, j'ai une vie qui sort de l'ordinaire, puis les autres trouvent ça super intéressant. Moi, j'oublie comment improbable c'est. Tu sais, je viens d'un petit village, pas loin du Nouveau-Brunswick, puis, tu sais, j'étais dans le national, j'étais avec l'équipe Canada, puis tout ça, fait que j'étais bien chanceux, j'ai rencontré des gens extraordinaires, puis j'ai eu beaucoup d'adversité dans ma vie, beaucoup de choses d'accablement c'est ça que je pense qui intéresse les gens proches de moi. Mais c'est ça que les gens ne connaissent pas non plus. Fait qu'eux autres, les gens proches de moi voudraient que je parle de ma vie personnelle.
mon cheminement, puis les gens du hockey veulent que je parle du hockey, puis les gens qui sont dans le corporatif, dans le leadership, veulent que je parle justement de mon expertise maintenant qui est rapport aux intangibles, tout ça. Alors, écoute, la vérité, c'est que j'ai jamais voulu faire un livre parce que c'est dur pour moi de prétendre que je suis assez important ou que j'en ai assez fait, j'ai assez accompli pour avoir le droit d'écrire un livre. Mais j'avoue que quand je pense à un Québécois, que je vois l'impact que ça a, beaucoup plus depuis que je suis rendu dans les médias que quand je suis entraîneur, je m'aperçois que les gens aiment ça, puis je reçois plein de lettres, puis les gens, ça les aide, puis des fois, ça les encourage, ça les inspire. Puis moi, je n'avais pas conscience de ça, pour être franc. Alors, peut-être qu'à un moment donné, ça pourrait m'intéresser, mais j'aimerais ça accomplir plus pour me donner le droit de pouvoir partager ça à un moment donné. C'est la vraie réponse. Écoute, si tu fais ton livre, j'ai des suggestions de titres. Tu as déjà dit sur nos ondes que le talent impressionne, mais le leadership inspire. Ça pourrait être ça. Ça pourrait être... Non, c'est pas ça. Il est rendu à lui trouver des titres. Le talent, ça pourrait être aussi... impressionne, mais c'est l'éthique de travail qui inspire. Oui, c'est ça. Mais ça pourrait être aussi 1-3-1. C'est un titre court et... Regarde, si tu veux me faire vomir, là... Ça, c'est la suggestion de Steve Blais. C'est pas moi, c'est la suggestion de Steve. Ouais. Ça, c'est la plus grosse ironie. Ça, c'est la plus grosse ironie de ma vie. Ça, il y aurait quelques pages d'écrit là-dessus, mais c'est pas grave. Oui, c'est clair. En tout cas, il y a une affaire qui est sûre, tu vas en vendre quelques-uns, ça, c'est sûr. Non, mais le but, ça serait jamais de parler de ma vie pour parler de ma vie, parce que sinon, je garderais tout pour moi. Mais c'est que je m'aperçois que ça l'aide des gens, je m'aperçois que ça a une instance sur la vie privée des gens, comme des anciens joueurs. Ça, c'est ce qui me touche le plus, là, quand je reçois des lettres ou des appels. Ça a eu un impact, la façon que je les ai traités comme individus, ça a eu un impact dans leur vie privée, dans leur mariage, tout ça. Ça, j'avoue que ça m'allume. Alors, quand je pense à ça, il y a toutes sortes d'anecdotes drôles, là. J'en ai tellement, mais j'en ai aussi, pas juste qu'en rapport à moi, j'en ai vu, là. J'en sais aussi, écoute. Si les gens avaient toutes les anecdotes que j'ai dans la tête, écoute, c'est sûr que tu te délecterais, c'est clair. Il y en a vraiment des drôles, il y en a de toutes les sortes, puis il y en a des impressionnantes, il y en a aussi qui sont émotionnels. Fait que c'est là que je me dis, garde, pas que je suis rendu vieux, j'arrive à 50 ans l'été prochain, mais je sais pas, j'arrive à un âge où je me dis, ouais, peut-être que je ne vais pas garder ça pour moi, parce que c'est vrai que ça pourrait être intéressant pour certains individus, puis d'autres personnes pourraient en bénéficier, c'est clair. OK, visiblement, on va garder notre question pour comment tu bâtis une équipe, l'importance du gardien but. C'était tout à l'horaire, mais garde, on recommencera cette semaine. On va une autre fois, mais cette semaine. Yeah, ton gardien de but, c'est pas compliqué. 99% ton gardien de but. Tu garderas le 1% pour tout le reste. On va en parler mercredi. C'est important. On va en parler en détail mercredi. C'est bon. Là, je vais garder mon tableau, pas des petits dessins. Oui, il y en a qui enchérissent sur les suggestions de livres. Attends, je vais finir ces suggestions de livres. Tu devrais faire 3 tomes. Un sur le leadership, un sur le hockey, puis un sur ta vie. Premier tome, ça serait le 1. Le deuxième tome, ça serait le 3. Et le troisième tome serait le 1. À toi, Yannick. Non, mais juste dire, j'ai de voir un petit commentaire, je trouve ça le fun, puis je voulais te le dire, Guy. J'ai pas son nom, malheureusement, c'est un sobriquet, le Puck Drop Gaming, qui dit « Hey, Guy, c'est pas toi qui décides si tu es assez important, c'est les gens, on t'aime. » Je trouvais ça cute. Wow! C'est bon. Regarde, c'est gentil, écoute, ça? Ouais, c'est plus que gentil. Regarde, c'est émouvant, là, fait que, ouais, mais merci beaucoup, j'apprécie énormément. J'ai un autre, moi, une belle journée, coach. Vas-y. Attends, j'irai pas dans le touchant et sincère, je vais y aller dans la blague toujours. Écrivez vos noms quand vous avez votre adresse courriel comme Phil3336. Il dit un excellent titre de livre pour Guy, ce serait Une connexion Internet est primordiale. Une bonne connexion Internet est primordiale. OK. Est-ce qu'on a eu des problèmes aujourd'hui? Non, zéro. Ça a bien été. OK, parfait. C'est bon. Avec François. On en a eu avec François, mais pas avec toi. Ouais. En tout cas, je donne une conférence corporative mercredi. Là, fait que, aujourd'hui, c'était mon test pour voir si ça va fonctionner. Bon, excellent. Écoute, on s'en reparle cette semaine. Salut, Guy. Merci. Bonne journée, messieurs. Bonne journée à tout le monde. OK.
Bye-bye. Hey, comme à l'habitude, Martin, on va remercier toute notre équipe. Merci à Guy et à François aujourd'hui. Émission bien le fun. Hein? On a eu une conférence gratuite comme ça par le coach. Là. C'est le fun avec son tableau et tout ça. Je trouvais ça bien le fun. Puis les gens ont énormément apprécié également. Donc, je veux remercier Corinne à la réalisation, à la mise en onde, Rock qui est aux médias sociaux aujourd'hui, toute l'équipe de production en régie RDS également qui font un travail formidable. C'est très apprécié. Et merci beaucoup d'être avec nous, d'être les artisans de cette belle émission qu'on vous présente comme ça à tous les midis. Merci à vous, les jaseux, d'avoir été là. Demain, Gaston Terrien et Olivier Brett. On va parler de soccer un peu demain parce que l'Impact joue un match en Ligue des champions. Le match retour contre CD Olympia. Donc, c'est présenté sur RDS demain soir et on va en discuter un peu avec Olivier Brett demain également sur l'heure du midi. Oui, un peu à ma façon et à ta façon, Yannick, parce que le match de l'Impact, alors que la saison est finie puis qu'il y a des gars qu'on a dit « Veux-tu jouer, mais tu n'as plus de contrat? » C'est un match-là, est-ce que c'est sérieux ou c'est une joke? Ça fera partie des questions qu'on posera à Olivier Brett. On ne va pas se faire un show de soccer habituel, tu vas voir, compte sur moi. Merci à nos jaseux réguliers, entre autres Gaétan et d'autres personnes qui auraient aimé que je pose des questions pointues à Guy au niveau de nommer des joueurs. C'est sûr que Guy nommera pas de joueurs. Et quand la question a été posée, mettons, Guy, tu as 2 joueurs à couper, Hockey Canada junior, tu en as un 18, un 19, les 2 sont pareils, qui tu gardes? Encore là, il n'y en a pas de joueurs pareils. Guy l'a déjà dit sur le show. Fait que si j'avais posé cette question-là, j'aurais perdu 5 minutes pour que Guy nous répète qu'il va y avoir une différence au niveau du leadership, il va y avoir une différence au niveau de l'inspiration, au niveau du caractère, au niveau de plein de choses. Il n'y a aucun joueur qui sont identiques. Donc, ça aurait été ça la réponse. Je ne veux pas que vous perdiez votre question comme ça. Et tous les autres qu'on n'a pas posé de questions, bien, salutations. On se reprend demain certainement. Merci beaucoup d'avoir été là. Yann, un gros merci, comme tu as dit. Salut, puis on se rejoint demain.